Donc, on va passer à la prochaine communication qui va être faite par Dr Nasri, endocrinologue libéral à Chlef, et qui va nous faire un symposium sur l'insuline biosimilaire Glarus. À vous, Dr Nasri. Merci, cher Dr Meskini. Et je profite de l'occasion pour remercier à travers vous le bureau de notre association qui fait un travail extraordinaire en matière de la formation médicale continue. Et lorsque je vois le nombre d'assistances, vraiment, ça prouve que ici, dans la wilaya de Chlef, les médecins s'intéressent à ce type de formation médicale continue. Et j'espère, en tant qu'orateur, d'être à la hauteur de vos attentes. Alors, en même temps, je profite de l'occasion pour remercier le laboratoire BioCare de m'avoir accordé cette occasion pour vous présenter une molécule ou un médicament qui est la fierté dans notre industrie pharmaceutique parce que c'est le premier analogue d'insuline fabriqué ici en Algérie en full process avec un transfert de technologie. C'est bon? Alors, le produit ou le médicament Glarus, qui est la fierté, je répète, de l'industrie pharmaceutique ici en Algérie, parce que c'est le premier biosimilaire fabriqué ici en Algérie en full process avec un transfert de technologie. Alors, on va faire un petit voyage dans les statistiques. J'adore les statistiques et on va parler des données de l'ADF. Il faut savoir que jusqu'à 2021, on est à 537 millions diabétiques dans le monde. Donc c'est énorme, c'est un chiffre qui nécessite vraiment de voir de près les causes de cette maladie. Alors on est actuellement, jusqu'à 2021, on est à 537 millions diabétiques dans le monde. Et pour votre information, et comme vous savez aussi, que la majorité des patients diabétiques, 90% des diabétiques, ce sont des diabétiques type 2. Alors, le plus inquiétant dans l'histoire du diabète, c'est la progression du diabète. Ce n'est pas le chiffre en lui-même, mais c'est la progression. Lorsqu'on voit, par exemple, l'Europe, on a 13%, une estimation de 13% de progression, vu la prévention de cette maladie, que ce soit sur l'activité physique, sur la prise en charge de l'obésité, etc. Par contre, dans la région MENA, dont l'Algérie fait partie, elle est de 87%. En Afrique, encore pire, on est à 134%. Là, il faut sonner une sonnette d'alarme concernant cette maladie. Et c'est vous, en tant que médecin généraliste, votre rôle principal dans la prévention. Par contre, nous, en tant que médecins spécialistes, on est là pour le curatif et pas pour le préventif. Par exemple, quelqu'un qui consulte pour une asthénie ou un syndrome grippal, il va consulter un médecin généraliste et pas un médecin spécialiste. Donc, c'est vous, dans le premier rang, dans la prévention de cette maladie. Alors, pourquoi cette maladie observe une explosion? Parce qu'on a un changement radical dans notre mode de vie concernant l'alimentation, la sédentarité et par la suite l'apparition d'un phénomène qui est l'obésité. Si on va prendre les données de 2024, de l'Atlas mondial de 2024, l'Algérie occupe, comme vous voyez, la 17e place pour les femmes à l'échelle mondiale. Là, et lorsqu'on voit les régions MENA, par exemple, Koweït, la Jordanie, la Saoudite Arabie, le Qatar, la Libye, le Liban, Oman. Donc, il y a 13 pays arabes dans le top 20 des pays qui présentent, ou le top 20 concernant l'obésité, surtout chez la femme. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette image qu'une femme, ou généralement un sujet qui a une obésité, donc c'est un sujet de bonne santé. Par exemple, dans notre pratique, si on insiste sur l'amaigrissement, déjà le patient vient nous consulter pour nous dire que voilà, tout le monde me fait la remarque que, entre parenthèses, chienite. Déjà le terme utilisé pour définir la perte pondérale, déjà c'est un terme péjoratif. Donc, et le plus inquiétant dans cette histoire est le chiffre de l'Atlas de l'ADF, de l'Atlas mondial de l'obésité, c'est que même dans l'âge pédiatrique, comme vous voyez, l'Algérie occupe la 19e place pour les filles qui présentent un BMI qui est pathologique, c'est-à-dire au-delà de 25. Donc, si on a un travail à faire, c'est vous, en tant que médecin, dans la prévention de cette obésité. Pourquoi? Tout simplement, l'estimation de 2035, qui est dans 10 ans pratiquement, 50% pratiquement des Algériens vont souffrir d'une obésité.
c'est-à-dire un BMI au-delà de 30. Et comme vous savez, l'obésité, il y a ce impact social, parce que quelqu'un qui est obèse, il va rarement voir les gens, parce que vu cette remarque à chaque fois pour l'entourage. Deuxièmement, il y a ce volet économique, parce que quelqu'un qui est obèse sur le rendement et sur l'absentéisme, il est très important par rapport à un sujet normal, mais en même temps sur le plan sanitaire, parce que c'est un sujet qui va développer par la suite une dyslipidémie, une cardiopathie, une HTA, le cancer qui est très fréquent chez les sujets obèses par rapport aux sujets non obèses, mais surtout, le but dans notre présentation, c'est le diabète, parce que comme vous savez, donc avec cette obésité, on a cette insulino-résistance qui s'installe. Cette insulino-résistance va être luttée par un hyperinsulinisme, mais avec le temps, le pancréas n'arrive plus à gérer ça et on aura une insulino-défaillance et bien sûr l'apparition du diabète. Alors, si on va rester toujours dans l'EDF, j'aimerais bien savoir, selon votre estimation, quel est le coût global de la prise en charge du diabète à l'échelle mondiale? 1 milliard de dollars, 10, 20, 100 milliards de dollars? 100 plus. Alors, pour votre information, on est à 966 milliards de dollars pour la prise en charge de cette maladie, concernant les complications et même les médications. On sait très bien que le diabète, c'est une maladie évolutive. Au début, on a cette insulinopénie qui est relative. Donc, on va traiter le patient avec la metformine, qui est une molécule extraordinaire et qui a prouvé son efficacité. Avec le temps, parce que c'est une maladie évolutive, on a un échappement thérapeutique. Par la suite, on va instaurer un autre médicament qui est les sulfamides, selon notre contexte ici en Algérie. Et avec le temps, on aura une défaillance absolue de la sécrétion du pancréas et on n'a pas le choix que d'utiliser l'insuline. Par contre, l'insuline est chère parce que la metformine est génériquée, il ne coûte rien. Sulfamide et les génériqués, il ne coûte rien. Par contre, l'insuline est chère. Si on va prendre ce papier, comme vous voyez, de 2001 à 2014, le coût ou le prix de l'insuline a augmenté de 320%. Vous imaginez 320% d'augmentation. Pourquoi? Tout simplement, si on va prendre les analogues d'insuline, il n'y a que 3 laboratoires à l'échelle mondiale, avant l'apparition des biosimilaires, qui dominent le marché mondial des insulines. Par ordre alphabétique, on a le laboratoire Lilly, le laboratoire Novo Nordisk et le laboratoire Sanofi. Pour les analogues lents, on a 2 laboratoires seulement qui dominent le marché mondial. Et il faut savoir qu'on est à peu près à 100 millions de diabétiques insulinés dans le monde. Donc 2 laboratoires qui dominent le marché mondial, donc il y a ce qu'on appelle le monopole. Et lorsqu'on a le monopole, donc on n'a pas une limite concernant le prix. Et on voit clairement dans les guidelines, il y a une différence entre le pays d'insuline d'un pays à un autre. Alors, il n'y a pas que le monopole, mais il y a aussi la complicité de fabriquer une insuline. L'insuline, c'est un produit biologique, ce n'est pas un produit chimique. Donc, comme vous savez, on sait déjà très bien qu'on utilise l'Escherichia coli pour la fabrication d'insuline, sachant que votre information, il y a d'autres bactéries qui sont utilisées en dehors de l'Escherichia coli. Alors, l'Escherichia coli, on va bien sûr introduire le gène ou l'ADN de l'insuline pour avoir une réplication, le clivage mécanique, le clivage enzymatique. Donc, c'est tout un processus pour arriver à la molécule ou l'insuline finale. Donc, pendant plusieurs années, on a utilisé l'insuline humaine. Mais il faut savoir que la sécrétion d'insuline dans le corps humain, elle est versée directement dans le sang. Elle va rejoindre le foie pour essayer de stopper la fabrication ou freiner la fabrication de glucose. Et puis, arriver au tissu périphérique pour essayer de baisser la glycémie. Par contre, lorsqu'on va utiliser une insuline par voie sous-cutanée, donc elle n'a pas la même cinétique qu'une insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc c'est pour ça qu'il y a
une différence entre la cinétique d'une insuline qui est injectée en sous-cutané et l'insuline fabriquée par le pancréas. C'est pour ça les laboratoires, et c'est vraiment, si on peut dire, une révolution d'avoir une insuline, un analogue lent, qui est plus lent par rapport à l'insuline humaine, et un analogue rapide, plus rapide par rapport à l'insuline humaine, pour essayer de mimer la cinétique de l'insuline normale. Alors, mais le brevet est tombé dans le domaine public, parce que c'est un brevet pour les firmes pharmaceutiques, et n'importe quel laboratoire qui a la capacité de synthétiser l'insuline ou fabriquer un générique d'insuline, il peut le faire. La complexité, comme vous voyez, donc il n'y a que des laboratoires rares qui fabriquent ce qu'on appelle les cristaux d'insuline. Par contre, ce qui diffère d'un générique classique des produits chimiques, d'un générique biologique, le générique biologique, finalement, ce sont des immunoglobulines, ce sont des vaccins, ce sont des hormones, donc ils vont être injectés dans la circulation sanguine. Donc il y a un risque de développer une réaction immunitaire. Donc ça nécessite un contrôle que ce sont des molécules qui ne provoquent pas des réactions immunitaires. Ça nécessite des études de pharmacocinétique, ça nécessite des études de pharmacodynamique, ça nécessite des études concernant l'efficacité. Est-ce que c'est le même produit ou il a la même efficacité? C'est pour ça la réglementation des génériques classiques est différente par rapport aux génériques d'insuline. Et là, on était obligé de changer la dénomination pour parler que tous les médicaments chimiques, ce sont des génériques. Par contre, les génériques biologiques, ce sont des biosimilaires. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre quelle est la différence entre biosimilaire et générique. Et je vous apprends que le biosimilaire, c'est un générique biologique. Par contre, le générique, c'est un générique d'un produit chimique. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence même concernant la structure. Un produit chimique, c'est un produit qui est stable. Par contre, un produit biologique, c'est un produit qui est instable. C'est pour ça il y a des caractéristiques entre le biosimilaire et le générique. Quand vous voyez, même le poids moléculaire est plus important dans le biosimilaire. C'est pour ça les autorités ou même les autorités exigent ce qu'on appelle des études de bioéquivalence et de sécurité, safety et l'efficacité. Et c'est pour cette raison qu'on a peu de laboratoires dans le monde qui peuvent avoir une molécule ou des cristaux d'insuline qui sont fiables et efficaces. Entre autres, le laboratoire, comme vous voyez, Wockhardt, qui est un laboratoire indien et qui est le fournisseur principal de notre molécule avec les cristaux d'insuline de notre produit national. Alors, maintenant, le laboratoire Biocare a très bien ciblé le choix. Pourquoi? Parce que c'est le premier analogue d'insuline lent à l'échelle mondiale. 15 ans de recul, commercialisé dans 20 pays. Alors là, même l'Organisation mondiale de la santé insiste sur ce point pour nous dire qu'il faut choisir un biosimilaire qui est efficace et qui est de qualité. Maintenant, si on va prendre l'impact des biosimilaires en général, parce que c'est un nouveau concept, l'impact des biosimilaires, il faut savoir qu'en Europe, depuis 2006, on commercialise la somatotropine, c'est-à-dire l'hormone de croissance, un biosimilaire de l'hormone de croissance. Et là, je profite de l'occasion, et Dr Nebsi est là pour partager ce témoignage, que ça fait une année qu'on a une pénurie, une rupture carrément de l'hormone de croissance. Et pour le patient qui présente un retard de croissance, c'est une course contre le temps. C'est-à-dire, si le patient va souder le cartilage de conjugaison, c'est bon, même si on utilise le hormone de croissance, ce n'est plus efficace. Donc, et c'est ça l'intérêt d'avoir un biosimilaire, parce qu'il y a une tension mondiale. Donc, l'Algérie n'a pas pu gérer ça. Donc, et finalement, on est en pénurie. Et là, je remercie encore une fois le laboratoire Biocare qui a introduit un biosimilaire de la somatotropine qui est commercialisé ici en Algérie. Donc, heureusement, finalement, on n'a pas ce problème jusqu'à l'heure actuelle. Et j'espère que ça va durer. Alors, maintenant, si on va prendre l'Inde, en Europe, on a vu que depuis 2006. Par contre, l'Inde, depuis 2000, on a un biosimilaire de vaccin de l'hépatite qui est fabriqué par le laboratoire Wockhardt,
qui est le laboratoire fournisseur de la molécule ou le cristaux d'insuline de laboratoire Biocare ou le Glarus. Alors, pour vous dire que finalement, ce laboratoire a une histoire, c'est-à-dire, ça fait presque 25 ans qu'il est dans le domaine de la bioéquivalence ou les produits biosimilaires. Alors, maintenant, si on va prendre l'intérêt de biosimilaire, on peut citer l'intérêt biosimilaire à travers vos opinions. Par contre, si on va prendre ce papier ou un article scientifique pour analyser de près et pour avoir des ressources officielles, on voit clairement que augmentation du nombre d'options thérapeutiques, ce qui est logique, élargissement de la gamme, augmenter l'accessibilité, surtout en période de sources limitées, parce que certaines périodes, on a une tension mondiale. Donc, d'avoir un biosimilaire local, ça peut jouer un rôle important pour prévenir ces ruptures. Et surtout, le biosimilaire a également le potentiel de réduire le coût du traitement. On a vu à la première plaque que le coût était 966 milliards de dollars. Avec un biosimilaire, on peut réduire le coût parce que le biosimilaire est 20% moins cher par rapport à molécule mère. Maintenant, tout le monde est en train d'analyser l'impact économique des molécules. Quand on voit cet article dans l'Angleterre, pour l'Angleterre, la France aussi, elle analyse l'impact des biosimilaires à un point où l'Organisation mondiale de la santé a élaboré ce qu'on appelle le modèle des médicaments essentiels, parce qu'il faut savoir que l'Organisation mondiale, elle touche tout le monde. Donc il y a certains pays qui ne peuvent pas faire une prévision concernant leurs médicaments. L'Algérie, elle a la capacité parce que tout est réglementé. Par contre, certains pays n'ont pas cette possibilité. Donc l'Organisation mondiale de la santé, elle essaye d'élaborer les médicaments essentiels pour essayer d'aider ces pays-là à se fournir de médicaments essentiels. Et elle a insisté sur ce biosimilaire concernant l'insuline rapide ou lente ou même les prémix. Mais elle insiste aussi sur biosimilaire de qualité. 2 minutes. Ah bon? D'accord. Alors, maintenant, si on va prendre la prise de position de la ASFD, la Société francophone de diabétologie, en 2019, elle a élaboré ce qu'on appelle un guideline, une prise de position, pour nous dire que finalement, et là c'est mentionné noir sur blanc, il est souhaitable de privilégier le produit dont le coût journalier est le plus faible, et dans ce jour-là, un biosimilaire de la glargine U100. Donc, pour la France, c'est souhaitable d'utiliser ou de privilégier un biosimilaire de la glargine. Maintenant, pour faire rapide, si on va revenir ici, donc, vous êtes sûr? Ah bon? Mais j'avais le problème avec le micro. Oui, j'ai commencé à moins quart. J'ai commencé à moins quart. D'accord. Alors, pour faire vite, alors là, c'est un document qui a mesuré le volume des médicaments d'un biosimilaire de la molécule mère, le glargine de laboratoire Sanofi. Et comme vous voyez, concernant la fabrication, ces dernières années, il y avait une chute considérable de la fabrication d'insuline glargine de laboratoire Sanofi. Par contre, il y avait une augmentation importante de la glargine de laboratoire Lilly. Pourquoi? Vu le prix. Mais il faut savoir, devant cette situation, donc le laboratoire Sanofi doit réagir. Doit réagir de deux façons. Soit de réduire le prix, c'est difficile, réduire de 100% pour s'aligner au laboratoire ou au biosimilaire, mais il a inventé une stratégie. C'est quoi? C'est de fabriquer son propre biosimilaire. Il faut savoir que même Sanofi, lorsqu'il a vu que ça marche et la tendance actuelle c'est vers les biosimilaires, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué son propre biosimilaire et qui est commercialisé à l'Afrique du Sud sous le nom de Optisuline. Donc l'avenir c'est à travers ces insulines et c'est à travers les biosimilaires. Comme vous voyez, même le laboratoire qui fabrique la molécule mère, il était obligé de fabriquer un biosimilaire de son propre produit. Alors maintenant, si on va prendre la région MENA, pour voir, dont l'Algérie fait partie, donc comme vous voyez, les biosimilaires a occupé
la progression est nettement, ces dernières années, depuis 2015 à 2019, c'est-à-dire 4 ans, on était à 1%. Actuellement, on est à peu près à 20% des biosimilaires. À l'échelle mondiale, pour faire vite, quand vous voyez 20%, les États-Unis 20%, le Japon c'est 35% des biosimilaires. Par contre, dans les pays arabes, quand vous voyez, l'Arabie Saoudite elle est à 17%, l'Algérie c'est 5%. Mais je vous rassure, grâce à notre produit national actuellement, qui est le Glarus, je pense que on sera avec une capacité de fabrication de 12 millions de boîtes de 5 stylos par an. Je pense que d'ici l'année prochaine, on aura le premier pays dans le monde en matière d'intégration des biosimilaires dans la prise en charge du diabète. Maintenant, on a parlé pendant longtemps concernant, pendant pratiquement 20 minutes, concernant l'intérêt économique des biosimilaires et l'intérêt sur le plan de la rupture des molécules. Et dernièrement, il y avait une rupture de la glargine de laboratoire Sanofi, mais en tant que médecin spécialiste, on n'a pas senti ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des biosimilaires qui ont un petit peu couvrir la pénurie de cette molécule. Donc, et maintenant, qu'en est-il de l'efficacité? Parce que c'est le plus important. C'est vrai, on a une molécule qui est moins chère, mais est-ce que l'efficacité est la même? Donc maintenant, si on va prendre la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, il faut savoir que la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, elles se mesurent chez le sujet sain. Donc, dans cette étude randomisée, on a pris 2 bras, pour faire vite. Donc, glargine de laboratoire Sanofi, puis switcher vers Glarus, puis switcher pour avoir, est-ce qu'on aura les mêmes courbes que la molécule mère? Finalement, comme vous voyez, les 2 courbes se superposent en matière de peptide C, même pour l'insulinémie. Et là, quand vous voyez, le camp glycémique prouve que la couverture des 24 heures est là, que ce soit pour le glargine de laboratoire Sanofi et même le Glarus. Très bien. Donc, finalement, comme vous voyez, donc, il y a concernant la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, c'est identique pour la glargine de laboratoire Sanofi et le biosimilaire qui est le Glarus. Maintenant, si on va à la conclusion, donc finalement, on a la même pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Maintenant, les essais cliniques concernant l'efficacité de la molécule. D'accord. Alors maintenant, on va rapidement faire la part des choses. Donc, si on va analyser maintenant l'efficacité de le produit Glarus, quand vous voyez par rapport à la molécule glargine de laboratoire Sanofi, on va directement voir les courbes. Concernant les immunoglobulines, on est presque mieux par rapport à l'insuline glargine, et même concernant les baisses d'hémoglobine glyquée, donc c'est pareil, et c'est une étude de non-infériorité, et c'est une étude randomisée. Maintenant, si on va prendre chez le diabétique type 1, parce que c'est aussi important pour le diabète type 2 et même pour le diabète type 1, on va voir directement les courbes, parce que concernant l'hémoglobine glyquée, donc finalement, il y avait la même efficacité et même le risque d'hypoglycémie, parce que c'est très important pour le diabétique type 1, le risque d'hypoglycémique est pareil, que ce soit pour la glargine de laboratoire Sanofi et la glargine, le Glarus. Et finalement, je termine la conclusion, parce que puisqu'on a la même efficacité, le même profil, on peut parler de l'interchangeabilité. C'est-à-dire on peut changer la molécule biosimilaire par rapport à une molécule mère, et on peut faire vice-versa, donc dans les 2 sens. Et ceux qui pensent que ce décret ministériel, c'est une note, certains disent des médecins, certains disent que c'est une note politique, non, elle est basée sur des preuves, donc on peut on a l'interchangeabilité entre le biosimilaire et actuellement qui est réglementé. Maintenant, là, on termine avec ça, et on a fait, avant, lorsque le laboratoire m'a sollicité, on a fait ce qu'on appelle un sondage dans un groupe de l'ONDEL, l'association des endocrinologues libéraux, pour savoir est-ce que c'est un produit qui est efficace avant de mettre le patient sous ce traitement. Et je vous conseille vivement de créer des réseaux sociaux entre des médecins pour partager l'expérience, pour partager des avis, etc. Alors, dans ce sondage, comme vous voyez,
54% des médecins n'ont pas essayé ce produit. Et c'était en 2003, avant la rupture de la glargine du laboratoire Sanofi. Par contre, 91 des médecins jugent que le Glarus a la même efficacité que les autres biosimilaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie vie. Donc, d'accord, c'est bon. Alors, maintenant, si je vous parle, et on a terminé, donc si je vous parle de notre expérience personnelle, donc on est à peu près actuellement à 150 patients sous Glarus, et je vous rassure, aucun patient entre switché et initié. Pour l'initié, ce n'est pas un problème parce qu'il ne connaît pas le produit. Par contre, pour le switch, on n'a remarqué aucune différence entre un biosimilaire et même la molécule mère. Ça, il n'y a qu'un seul patient pour être éthique qui m'a ramené un cycle parce qu'après 3 semaines, il a fait un syndrome grippal qui était déséquilibré et finalement, c'est une défaut de titration que l'efficacité du produit. Deuxième point, et je termine avec ça, le stylo. Le stylo, il a une défaillance et on a signalé ça auprès du laboratoire. Et d'après le laboratoire, ils vont corriger ça. Prochainement, il y aura un nouveau lot avec un nouveau stylo, ce qui est bien parce qu'ils ont pris en considération. Je suis vraiment désolé pour... Merci, Dr Nasri.